Bonjour et bienvenue à tous sur Cinéverse. Il y a quelques jours, nous avons pu nous entretenir avec Ron Diens, producteur français de Flow, réalisé par Gins Zilbalodis. Un film à la fois important pour la manière dont il a été imaginé et fabriqué, mais aussi pour tous les prix qu'il a remportés, dont l'Oscar du meilleur film d'animation cette année. Avec Ron Diens, on revient sur le rôle qu'il a joué dans le processus créatif du film, mais aussi son approche du métier de producteur et sa relation avec Flow, qui est à l'heure actuelle le plus grand succès de sa boîte de production Sacre Bleu. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews sur Cineverse. Et bah, comme je vous l'ai dit, bienvenue chez Cineverse. Du coup, on va commencer tout de suite l'entretien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu du rôle que vous avez eu pour la production de Flow? Alors bonjour, moi je suis le producteur français, Ron Diens de Sacre Bleu Productions. Ma société existe depuis à peu près 25 ans. J'ai produit 5 ou 6 longs métrages d'animation et une centaine de courts, et notamment le film Flow de Gins Silvaladis. Et en fait, j'ai eu la chance de voir Away, son premier long métrage, d'être fasciné par le film et de lui proposer à distance, via Messenger, je crois que c'était Messenger, de lui proposer de travailler sur son prochain, alors qu'on n'avait jamais fait de 3D jusque-là, puisque nos films étaient principalement des films en 2D, mais en fait, c'était pas un critère pour lui. Et bon, il était en train d'écrire, et quand il m'a dit qu'il allait me recontacter une fois que le film, avec le scénario, aurait été écrit. Et donc, c'est ce qu'il a fait, et évidemment, je me suis jeté dessus, Ok, très bien. Donc comme un vrai producteur. ça a été assez fluide, du coup, c'était moins Ça a formel que été pour fou. d'autres productions. Oui, oui, en fait, étonnamment, mais très agréablement, tout s'est parfaitement bien passé Mhm. avec le projet, que ça soit en amont, pendant la recherche de financement, pendant la production ou pendant la distribution du film et les retours qu'on a pu avoir. Ok, très bien. Alors, on va parler plus longuement de Flow juste après. J'ai pu remarquer que vous avez réalisé beaucoup de courts-métrages. Et vous êtes ensuite passé par la production. Pourquoi il y a eu ce changement dans votre carrière? Pourquoi vous êtes passé de l'autre côté, on va dire? En fait, parce que quand avant d'être réalisateur, j'avais écrit des scénarios, enfin c'était un peu tout, des pièces de théâtre, des poèmes, des Mhm. nouvelles. Puis un jour, j'ai rencontré un producteur qui m'a proposé de me produire. Et en fait, il n'a rien fait. Ok. Puis j'ai rencontré un deuxième producteur qui a proposé de me produire, mais qui n'a rien fait non plus. Et puis un troisième. Et puis à un moment, comme on dit en italien, puisque je parle un italien, bah, il va fanculo, quoi. J'ai eu la chance à ce moment-là, parce que j'avais pris le virus entre-temps, j'avais travaillé un peu en production. Bah, j'ai eu la chance d'avoir un accident de voiture et de me faire cambrioler. Et en fait, avec Mhm. l'argent de l'assurance, j'ai payé Sacre Bleu et j'ai produit mon film qui n'a pas du tout marché. Et donc, je me suis retrouvé après, parce que j'étais au chômage avant, je me suis retrouvé toujours au chômage, mais avec une boîte de production sur les mains, un film qui n'a pas marché. Et donc, j'étais obligé d'apprendre un peu le métier. Et mon film suivant a très très bien marché. Il a fait plus de 150 festivals, il a été vendu à une quinzaine de télévisions françaises et étrangères. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer de donner ce que j'ai pas reçu moi en tant qu'auteur à des auteurs. Voilà. Et voilà. Et après, je pense que c'est pas une même façon d'être en étant producteur et en étant auteur. Voilà. C'est d'autres contraintes. Et moi, ça me plaît beaucoup de participer à la création de beaux objets. Voilà. Ok, super. Et bah, après, j'ai pu remarquer aussi qu'il y avait une appétence, hein, clairement, pour le film d'animation. Parce que justement, Flow, bah, c'est le cinquième long métrage que vous produisez, plus la multitude de courts-métrages d'animation. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le fait de produire de l'animation? Alors, j'ai commencé par le live. Mhm, Moi, je viens d'une formation art plastique et mhm, littérature. Donc déjà, j'aimais beaucoup, mais je crois que c'est un des trucs que j'ai préféré dans mon éducation, c'était les cours de peinture sur des formats raisins, donc 50 par 65, où c'était très convivial, où on s'échangeait les tubes de peinture, où on se parlait, on pouvait parler, parce que de toute façon, chaque peinture était un objet unique, et ça allait à l'encontre de tout le système éducatif
français, qui paradoxalement nous dit pendant les études que on a des contrôles et qu'il faut pas, faut se la jouer complètement solo, etc. Puis après, quand on passe dans la vie active, on nous dit bah faut apprendre à travailler ensemble. Donc il y a des paradigmes très très opposés qui se confrontent. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était que pendant ces cours, on était tous ensemble. Il y avait une vraie ambiance, on rigolait en travaillant, en faisant nos devoirs, nos contrôles. Et ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que j'aime bien moi, j'aime bien réaliser des films live, des films de fiction. Mais j'aime pas en produire parce que je trouve qu'il y a un côté, comment dire, très climax pendant la production du film. C'est-à-dire qu'on a peu de temps, généralement on manque de financement dans quasiment tous nos films. Donc on doit tourner beaucoup en peu de temps. Et donc chacun est à sa tâche, le fait plus ou moins bien, mais généralement plus on connaît des bons techniciens, plus ils le font bien hein, aussi. Donc chacun est à sa tâche, on se retrouve pour le déjeuner ou pour le dîner. Mais après, chacun part à des endroits différents. Donc, c'est 5 semaines à 7 semaines sur un long métrage, on va dire. Et Mhm. puis après, bah, l'ingé son, il va sur un autre film. La chef d'éco va sur un autre projet. Et en fait, toute cette émulation qu'on a pendant 5 à 7 semaines, elle est dédiée au travail, mais un peu moins aux relations humaines, je trouve. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'animation, c'est que ça prend du temps. Mhm. Et le temps, ça permet d'échanger avec des gens, de les voir au travail, voilà, un peu de tout le monde. Donc, moi, c'est un truc que j'aime bien parce que j'ai peut-être pas toujours le temps à un moment donné, mais je sais que je peux l'avoir un peu plus tard. Voilà, donc c'est vraiment une relation humaine qui est, à mes yeux, très, très, très importante, quoi. Ok. Et d'ailleurs, vous produisez aussi beaucoup de courts-métrages. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre la production de longs et de courts? Est-ce que l'enjeu va être différent? Est-ce que même dans le court-métrage, du coup, vous arrivez à retrouver un peu ce rapport humain que vous avez dans le film d'animation, par exemple? Oui, 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 je le retrouve parce qu'il y a d'autres contraintes qui sont des contraintes financières, hein, de toute Mhm. façon. Donc, elles doivent être compensées par d'autres choses, c'est-à-dire une relation humaine avec le réalisateur qui est moins payé, comme nous, on est moins payé aussi, hein, on est tous nettement moins payés sur des courts-métrages, mais il y a aussi plus de liberté. Donc, qui dit plus de liberté dit moins de barrières, moins de censure. Et ça, évidemment, faut aller dans la même direction. Et ça peut justement être très sympa et très drôle parce qu'on va explorer des choses. Mhm. Alors que sur un long métrage, on a tendance à peut-être un peu plus ronronner. Et donc, il faut toujours être très, très vigilant, quoi. Mais j'aime beaucoup produire des courts-métrages. Mais par contre, effectivement, on va dire, presque aussi dur que de faire des longs métrages. Ok. Mais du coup, c'est ouvert pour prendre plus de risques, en gros. Oui, voilà, voilà, Ok. c'est les sujets, par exemple. Là, par exemple, on avait un film à Cannes en court-métrage qui s'appelle Super Silly, qui Mhm. raconte en fait, l'histoire qui est un peu autobiographique, puisque c'est l'histoire hein, de la réalisatrice qui a subi un viol quand elle était jeune et Mhm. après, elle a grandi et en fait, elle a un rapport à l'amour, pas physique, pas sexuel, mais à l'amour de l'autre, qui reste très généreux malgré ce qui lui est arrivé. Voilà, ça c'est une thématique pour trouver du financement, c'est quasiment impossible en long métrage. Donc voilà, c'est aussi explorer d'autres voies de narration, d'autres possibles en termes d'histoire ou en termes techniques. Ok, très bien. On va maintenant s'intéresser à Flow, parce que c'est un récit qui est écologique, prenant et qui met en scène la nature et les animaux. Moi, ça a été un de mes coups de cœur personnels d'ailleurs de l'année dernière et de Cinéverse. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce film? Qu'est-ce qui a fait que ce film était la production qui était celle que vous deviez produire cette année-là, quoi? Alors, pour répéter un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est que c'était d'abord une rencontre avec un Mhm, réalisateur qui a fait un film précédent qui s'appelle Away, mhm, comme je dis souvent, en fait, est un film que j'ai regardé sur mon écran d'ordinateur, ce qu'il ne faut pas faire. mhm, Je l'ai revu après sur grand écran, mais quand je l'ai vu la première fois, j'étais littéralement hypnotisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rien fait à côté. Alors qu'on sait tous que quand on regarde un film sur son écran d'ordinateur,
on envoie des SMS, Mm. on va prendre des pistaches, des cacahuètes, répondre à un coup de fil, aller aux toilettes. Enfin bon, on a plein de raisons aussi de faire autre chose. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Alors qu'au cinéma, on peut pas parce que on peut pas répondre à son téléphone dans la salle. Voilà. Et donc ça m'a complètement hypnotisé. Et je me suis dit, mais ce mec, il faut que je le produise. Voilà. Et donc il m'a envoyé ce projet. Et initialement, ça parlait. Le sujet principal racontait l'histoire donc de ce petit chat qui apprend à cohabiter sur un bateau avec d'autres animaux et qui apprend à se, on va dire un peu à se socialiser et il va découvrir le don, il va découvrir la différence et puis finalement on part d'un moment qui est post-apocalyptique où il est en danger, où il s'apprête à se noyer, à un moment où finalement sur cette barque qui dérive un peu, et ben il y a un groupe qui se crée, il y a un groupe d'animaux différents qui se crée. Et si on le remet dans le contexte, c'est l'histoire de Gims. C'est-à-dire que Gims, jusque-là, il avait toujours fait ses films tout seul. Et Mhm. il a rencontré du succès sur Huawei, puisqu'il notamment, il a eu le Grand Prix Contre-champ à Annecy il y a quelques années. Et il s'est confronté, en faisant la tournée des festivals, à d'autres réalisateurs, d'autres personnes. Et il s'est dit, tiens, bah, maintenant, j'ai envie de travailler en équipe. Et donc, il a créé une histoire qui est son histoire finalement, et qu'il a mise en abîme en faisant travailler une équipe à son service, mais pour apprendre aussi à se socialiser sans savoir si ça allait marcher ou non. Mais ça a complètement marché. C'est ça qui est délirant, c'est que en fait tout a été complètement fluide, serein, etc. Avec toute l'équipe, il n'y a eu aucune esclandre, aucun problème d'ego ou n'importe quoi. Mais ça, c'était la note d'intention qui était mise dans le dossier pour les partenaires financiers. Mais derrière tout ça, il y a plein d'autres choses qui me sont apparues, moi, pendant la fabrication du film. C'est ça qui est assez délirant. C'est-à-dire que à un moment donné, à mesure qu'on fabriquait le film, j'ai commencé à voir des choses. Par exemple, la barque qu'on voit quand le chat va pour aller pêcher un poisson dans la rivière. Il y a une barque comme ça qui est dans les arbres, mais c'était pas écrit vraiment dans le scénario. Et, euh, et ça embrouillait un peu parce qu'au début, moi, je me suis dit, quand même, c'est bizarre, il y a la barque il y a dans l'arbre, mais la barque, on la voit après. Est-ce que c'est la même barque qui se détache et que le capybara va prendre pour aller sauver tout le monde? Donc, je ne comprenais pas vraiment. Par exemple, ce côté répétitif qui est suggéré dans des déluges, dans des sortes d'apocalypses qui reviennent à intervalles réguliers, c'était pas dit. Donc, Ok. tout d'un coup, je disais, c'est un peu bizarre parce que voilà, j'ai des informations à l'image que je n'avais pas dans le dossier ni dans la note d'intention. Et à mesure que j'ai vu le film et qu'il s'est construit, j'ai commencé à faire des liens entre tous ces éléments et à me construire une symbolique de l'histoire. Voilà. Et c'est ça qui est délirant avec ce film, avec Gins, c'est que en fait, tout n'est pas dit, mais il y a beaucoup de choses qui concordent en arrière-plan. Et c'est un film qui nous rend sensibles et intelligents, et ça, c'est génial. Des gens sont extrêmement touchés. Pour moi, c'est un peu un film comme David Lynch, parce que c'est du métalangage. On voit un film de David Lynch, on ne comprend pas tout. Mais en même temps, on a un sentiment d'intelligence parce qu'on est dans une narration, dans une sorte de métalangage qui fait qu'on se pose des questions et que c'est un peu comme une partie d'échecs. On va, on va réfléchir à deux, trois coups. Alors, si on réfléchit à 20 coups, peut-être qu'en fait, ça marchera jamais. Mais à 2, 3, 4 coups, alors que d'habitude, dans notre quotidien ou quand on va voir un film, on réfléchit qu'à un coup. Là, tout d'un coup, on se dit, bah, ça fonctionne. Ah, bah tiens, c'est intelligent. Ah bah, je me sens intelligent, tiens, parce que ça a l'air de marcher. Il faudrait que j'explore un peu plus. Bon, généralement, on n'explore pas non plus complètement, c'est le travail des journalistes. Mais voilà, ces premières étapes de réflexion fonctionnent plus ou moins bien, plutôt bien, et c'est très très jouissif, très agréable. Très bien. Et d'ailleurs, bah, vous disiez qu'il y avait une sorte de métalangage et que tout était dit, ce qui est assez paradoxal parce que le film va vraiment se déployer dans sa narration visuelle. Et c'est un film qui est muet. Enfin, muet dans le sens où, du coup, ça ne parle pas un langage humain. Est-ce que vous considérez que les enjeux sont différents quand on produit un film à la fois d'animation et en plus un film muet?
Alors sans dialogue, pas muet, puisque les Mhm. animaux parlent, mais ils ne se comprennent pas. Mhm. Enfin, ils parlent leur langage, quoi. Euh, C'était notre grande angoisse, effectivement, vis-à-vis des partenaires financiers déjà, mais on a eu la chance que Away existe avant, et donc évidemment, tous nos partenaires financiers ont vu son film précédent et ont été aussi hypnotisés par le film. Donc c'est comme si effectivement il y avait un premier film, un premier calque qui avait été fait à l'époque et qui était rassurant, et le fait qu'il y ait une structuration, enfin une production, des productions derrière qui viennent comment dire, rassuré, eh bien, ça a donné envie aux chaînes de télé et aux différents partenaires de rentrer plus sur le nouveau film, plus ambitieux. Et je pense pas qu'ils le regrettent. Après, il faut pas oublier que des ovnis comme Flow, comme The Artist ou comme La Haine, à la base, on dit non, ça peut pas marcher. Voilà. Et puis finalement, ça marche. Mhm. Mais effectivement, on est complètement à contre-courant des films d'animation Pixar DreamWorks où les animaux sont anthropomorphisés, ils parlent comme des humains, etc. Et à 200 millions, alors que nous, on est à 3,5 millions. Donc, on a, on a tout pété quoi, avec ce film. Et, Cas de le dire. euh, Ouais, voilà, et c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ça montre que les gens, même s'ils vont voir des Pixar et des DreamWorks, ils aiment bien aussi voir d'autres choses et être surpris. Donc, c'est très, très rassurant sur ce qu'il y a dans la tête des humains, quoi. Et j'aimerais revenir sur ce truc-là aussi, c'est que j'ai entendu, vous l'aviez dit plusieurs fois dans d'autres interviews, que Flow, c'est un film qui était touché par la grâce, qui était né sous une bonne étoile. Vous dites que c'était fluide, que tout s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces mots et me parler de cette impression? Parce que c'est pas un sentiment qui est habituel quand on produit un film, non? Non, bien sûr, mon film précédent m'a coûté très, très cher Mhm, parce qu'on n'a pas eu de télévision, on n'a pas eu l'avance sur le set, on n'a pas eu leur image. Donc, j'ai, moi, de mon côté, comment dire, j'ai fait des emprunts qui m'ont mis très en danger. mhm, Je passe vraiment d'un sentiment à un autre. Donc il y avait une ambiance qui était un peu dure sur le précédent parce qu'il fallait tout faire bien, parce qu'on a une exigence à Sacre Bleu, mais avec un film cher pour lequel on n'avait pas tous les financements. Donc j'ai pris un risque personnel très très important qui a failli d'ailleurs fermer la boîte. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec ce film, avec un réalisateur qui envoie des sortes de vibrations, enfin, comme de l'eau, mhm, effectivement, auprès de tout le monde, alors qu'il n'a jamais fait un film en équipe. Il arrive à s'exprimer, à rassurer. Enfin, c'est ce que je disais, on avait tout faux, quoi. Un film sans dialogue, d'animaux non anthropomorphisés, un réalisateur qui avait jamais travaillé en équipe, étranger, donc avec les difficultés de la distance. Enfin, voilà. Mais non, il est né sous une bonne étoile parce qu'on a trouvé tous les financements, parce qu'on l'a fait en temps et en heure, comme on se l'est fixé. On n'a pas eu de dépassement, l'ambiance était géniale. Et puis dès Cannes, on a eu 10 minutes de standing ovation, on a eu tous les prix à Annecy. Enfin, voilà, c'est génial. Voilà, c'est génial. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce mec est un génie, il est d'une gentillesse absolue. On va faire le prochain film ensemble. Il n'a pas signé pour les sirènes hollywoodiennes qui lui proposaient des millions. Voilà, c'est des dizaines de millions. Voilà, c'est quelqu'un qui est fondamentalement aussi très honnête. Donc, je suis un producteur extrêmement heureux. Voilà. Et je mhm. l'exprime. Et en plus là, bah, il y a tout le contexte aussi de la création du film, parce que Flow, c'est quand même un film qui a été fait sur Blender, donc sur un site, enfin un logiciel gratuit en open source. Vous, vous en pensez quoi de ce processus-là? Est-ce que ça peut ouvrir des voies vers des productions indépendantes qui sont bah, plus abordables, avec des logiciels plus modestes? Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, mais une production à l'heure actuelle, ça coûte des millions d'euros. Est-ce que oui, voilà, vous encouragez cette méthodologie-là? Oui, oui, après, c'est toujours la même. Mais ça, ce sont des process qui sont propres à toutes les formes d'art. C'est-à-dire que la peinture
Avant d'avoir des tubes de peinture, il fallait fabriquer sa propre pâte de peinture. On ne pouvait pas peindre à l'extérieur, hein. Le romantisme, c'est la même chose. La musique, c'est pareil. Avant, pour écouter de la musique, il fallait un quatuor. Et puis, il fallait savoir jouer aussi. Mhm. Aujourd'hui, il suffit d'un CD, d'un lien Spotify pour écouter de la musique partout. Les artistes peuvent très facilement composer leur musique. D'ailleurs, Gims a aussi composé la musique de son film Mhm. sans rien connaître du solfège. Donc il y a une sorte de démocratisation qui s'opère. Et c'est pour ça que effectivement, on a mis un coup de pied dans la fourmilière hollywoodienne de Pixar et DreamWorks et de Disney, parce que tout d'un coup, on passe d'un budget de 200 millions à un budget à 3,5 millions. Et ça, ils s'y attendaient pas. Pour vous donner une image, on est le film le moins cher des films qui ont gagné le Golden Globe et l'Oscar, mais on est 10 fois moins cher que le film le moins cher d'avant. C'est-à-dire que c'était Pinocchio à 35 millions, et nous on est à 3,5 millions. Voilà, donc on explose le marché. Et là, c'est terrible pour eux, quoi. Et ça va donner une ouverture aux artistes, aux producteurs. Voilà. Ce qui est important, c'est de se différencier, c'est de faire des choses originales. Ça a toujours Mhm. été le credo de Sacre Bleu. Et il y a plein d'artistes qui pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas les réseaux, parce qu'il y a des producteurs qui étaient un peu plus frileux, etc. Mais si tout le monde joue le jeu, on est à l'aube, effectivement, ils disent game changer, ils disent Mhm. milestone. Voilà, c'est clairement, non seulement c'est un film dingue, mais surtout c'est un film qui est un film bascule, quoi. Mhm. Je voudrais juste vous poser deux dernières questions. C'est des questions qu'on pose habituellement aux invités de Cineverse. Hein. Est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez recommander et que vous pensez qu'il n'est pas assez vu ou en tout cas qui vous tient à cœur? Ouh là là, ouh là là. Certainement. C'est pour ça qu'il faut faire l'interview en 2 temps. Euh, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a un auquel je pense, mais dont j'ai oublié le nom là, évidemment, puisque ça me vient pas en tête. Peut-être ça me viendra. Quelle est la deuxième question? Comme ça, je vais essayer de gagner du La temps. deuxième question, c'était est-ce que vous avez un souvenir à raconter, qu'il soit au cours de votre carrière ou en tout cas dans un cinéma, votre meilleur souvenir au cinéma par exemple? Alors oui, j'en ai un. J'en ai Mhm. un. Euh, à 9 ans, j'ai vu un film qui m'a profondément traumatisé. Mhm. Et donc, j'ai jamais su de quoi il s'agissait jusqu'à mes 25 ou 27 ans, où je l'ai vu dans un cinéma. C'était au Passage du Nord-Ouest à Paris, où il y avait des projections en 35 de films. Et en fait, ce film m'a profondément marqué. C'est Les Chiens de paille de Sam Peckinpah que j'ai Mhm. vu à 9 ans. En plus en allemand. Donc je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, mais c'est un film très violent comme les films de Sam Peckinpah. Et notamment une image, une séquence qui me restait en tête où en fait une femme se faisait violer à ce moment-là, mais à 9 ans, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je voyais qu'elle souffrait, mais son visage trahissait du plaisir. Et donc je ne comprenais pas, il y avait un truc complètement déroutant dans ma petite tête d'enfant. Merci les parents. Et puis je l'ai revu par hasard et évidemment ça m'a permis de mettre un début et une fin à cette petite séquence d'images et ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs après je suis devenu réalisateur et producteur. Donc, voilà, ça c'est Les Chiens de paille à recommander mais peut-être pas à 9 ans. Ok, le film game changer pour votre carrière en tout cas. Voilà. Très bien. Et bah en tout cas, je vous remercie, c'était très intéressant. Merci Merci beaucoup. de m'avoir partagé tout ça. Et ben, je vous souhaite bonne continuation et j'ai très hâte de voir ce que Sacre Bleu produira prochainement. Vous aussi. Merci pour tout. Merci, au revoir. Au revoir.